Bonjour à toutes et tous. Merci à la FNADEPA pour sa énième invitation. Moi, avec la FNADEPA, c'est un peu comme les vignettes Panini. En fait, j'espère pouvoir les collectionner toutes. Après, je ne suis pas contre les doubles non plus, hein, ou les triples. Mais c'est vrai que celle du colloque des politiques vieillesse, je ne l'avais pas encore. Donc, je suis assez contente de pouvoir intervenir ce matin. Alors, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier l'intervention de la philosophie dans des sujets très sérieux puisqu'on va parler de politique. Et moi, je vais faire un petit pas de côté pour commencer. Et je vais vous parler du domicile, mais du domicile du point de vue de la philosophie et de ce qu'on peut en dire. Et donc, qui n'est pas tout à fait sûrement la même définition que le domiciliaire pour vous. Évidemment, comme à chaque fois, on commence par du latin. C'est mon truc préféré le matin. J'imagine que pour vous aussi. C'est la question que je me suis posée. C'est quoi un domicile ? Et c'est vrai que, moi je dis rarement ce soir je rentre à mon domicile, non ce week-end je reste dans mon domicile. J'ai plutôt un vocabulaire qui va être différent. Et ce mot de domicile déjà en lui-même, moi je trouve qu'il peut être re-questionné. Après j'ai cherché, je me suis dit un virage chez Soisaire, c'est un peu plus compliqué, un peu moins joli peut-être. Donc on va rester sur domiciliaire pour plus de compréhension. Mais c'est vrai que cette notion de domicile, elle renvoie à plein de choses qui déjà peuvent peut-être être insatisfaisantes pour les personnes accompagnées. Domicile, ça rentre avec plein d'autres façons de parler du chez-soi. Il y a le logement, l'habitat, la résidence. Et l'idée de domicile, c'est quand même une dimension qui est assez administrative et assez factuelle. Et c'est peut-être pas le rapport qu'on a, nous, au fait d'habiter chez soi. Le latin, lui, il nous renseigne un peu sur l'ensemble des dimensions de cette notion de domicile. Alors en fait, pour parler de la maison, il y a plein de termes différents qui peuvent être employés. Je vérifie que j'ai bien lancé ma montre. Le domicilium, donc, qui renvoie évidemment à l'approche domiciliaire, donc, qui se traduit par le domicile, mais aussi l'habitation, la demeure, et qui renvoie à domus. Donc domus, c'est à la fois la maison, mais c'est aussi le rapport qu'on a à cette maison. Domus, c'est aussi le maître, c'est aussi domestiquer, dompter. Donc du coup, dans cette idée de domicile, il y a une idée de maîtrise et une idée de pouvoir sur l'espace. La maison, donc, qui se dit mensio, mansionis, demeurer, rester. Et enfin, habito, avoir souvent, habiter, occuper, manière d'être. Tout ça pour dire que le domicile, c'est une idée quand même, donc on utilise d'ailleurs le mot demeure, une idée de rapport au temps et une idée de continuité qui est peut-être difficile parfois à mettre en place dans les structures qui peuvent apparaître parfois comme une rupture dans la vie des gens accompagnés. Et je me suis dit que pour réfléchir à l'approche domiciliaire et à se poser la question de faut-il rester ou partir, ce serait intéressant de commencer par se demander c'est quoi une maison et quel est le rapport qu'on a avec notre chez nous. Donc le chez-soi. Alors le principe, pour ceux qui me connaissent pas, c'est que j'ai prévu un truc à la maison. Je me suis dit, oh, t'es large et tout, t'auras le temps de tout dire. Puis après, je suis là et je me rends compte qu'en fait, il y en a pour 3 heures et que j'ai qu'une demi-heure. Et donc, je vais très vite, quoi. Donc, on va faire tout ce petit cahier-là, mais en version accélérée. L'autre principe, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est que j'ai un humour assez nul et que je pense à des jeux de mots toujours un peu idiots. Mais je me suis dit, en fait, finalement, pour parler de l'approche domiciliaire, par rapport à l'EHPAD, peut-être c'est un point qui est important. Hein, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Et pourquoi mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres ? Parce que le chez soi, ça renvoie à plein de choses. 2 philosophes, un qui est mort, donc Gaston Bachelard, mais qui a beaucoup travaillé autour de la rêverie, autour de l'espace, et Thierry Pacaud, qui est un philosophe contemporain qui travaille beaucoup sur l'habitation, mais plutôt, et c'est la particularité de la philosophie, il s'intéresse plutôt à la ville. C'est vrai que les philosophes, ils ne s'intéressent pas trop à la maison, mais plutôt à l'espace plus grand qui est celui de la ville. Les deux disent quelque chose d'important. Dans ces 1000 alvéoles, donc, l'espace tient du temps comprimé. L'espace sert à ça, à tenir du temps comprimé. Et Pacaud de poursuivre, la maison condense et exprime notre manière d'être au monde et d'être à autrui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la maison, c'est pas simplement 4 murs et un toit, c'est pas simplement ce que certains théoriciens appellent la machine à habiter.
c'est-à-dire la dimension matérielle de la maison. C'est un truc très compliqué avec lequel on a un rapport multiple et un rapport singulier. La maison, c'est quelque chose qui va se caractériser notamment par 3 fonctions générales. Donc c'est Georg Simmel qui dit ça, 3 fonctions. Première fonction de la maison, donc c'est une fonction qui va être situationnelle. Deuxième fonction, une fonction relationnelle. Et enfin, troisième fonction, une fonction sensorielle. Évidemment, je vais les expliquer. La dimension situationnelle, c'est qu'une maison, elle me donne une situation dans le monde, un point de repère. D'ailleurs, c'est une des premières questions qu'on se pose généralement quand on se rencontre. Tu es d'où ? Et ça situe mon rapport au monde. Moi, par exemple, je viens du centre de la France, du centre du monde, évidemment, l'Auvergne, et donc ça postule déjà un rapport à l'autre, au monde, etc. Et ça va situer qui je suis, en fait. Vous voyez, dans le rapport à l'autre, l'endroit d'où je viens dit quelque chose déjà de moi. Et puis, l'endroit d'où je viens, c'est aussi ce qui m'autorise à aller voir le monde, parce que j'ai un endroit où retourner, en fait. Donc, c'est un point qui va être important. Et c'est vrai que la situation, elle dit quand même quelque chose du rapport à l'autre. Je vous raconte juste vite fait une petite histoire, mais moi qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelques temps, je vais avec un copain, il me dit « Tiens, on va aller voir ma grand-mère, ça fait longtemps. » Et il m'emmène voir sa grand-mère. On traverse toute la ville, et puis on sort un peu de la ville, et on arrive au cimetière. Je me tourne vers lui, je lui dis « Comment va ta grand-mère ?»« Non, non, il me dit « Non, t'inquiète, c'est pas là. » « Ah bon, ça va. » On passe devant le cimetière et on arrive au bout de l'impasse. Et là, il y a une maison de retraite toute neuve qui a été faite. Alors, ça porte bien son nom, ça j'utilise maison de retraite plutôt qu'EHPAD, parce qu'elle est retirée du monde quand même, cette maison-là. Et on est donc dans l'impasse. Je trouve symboliquement, c'est pas mal, quoi. Ça situe les choses pour les personnes qui vont être accueillies ici. Après ça, il n'y a plus rien. Donc, la seule façon de repartir, c'est le cimetière quand même qui est... Et du coup, si je vais aller faire mon marché tous les matins, je dois passer devant quand même. Vous voyez, symboliquement, il y a quelque chose de la situation que j'accorde aux gens. Et ça, c'est important à réfléchir. Voilà, où est-ce qu'on me situe dans le monde? Et c'est vrai que ma maison, je la choisis en fonction de cette situation-là. En fait, souvent, je vais choisir en fonction d'un quartier, en fonction d'une ville, en fonction de tout un tas de choses. Donc, ça me donne d'abord une situation dans le monde. Deuxième point important et à prendre en considération si je veux faire de l'approche domiciliaire, c'est qu'un domicile, c'est aussi quelque chose qui va structurer ma relation donc, au monde et aux autres, et donc qui va avoir une composante relationnelle. On n'y réfléchit pas toujours, mais depuis tout petit, nous apprenons le rapport au monde à travers la maison, en fait. Un truc simple, quand vous allez au supermarché avec vos enfants, vos petits-enfants, etc., c'est arrivé à tout le monde au moins une fois, le truc où l'enfant dit quelque chose qu'il ne doit pas dire devant tout le monde, quoi. Et on dit « chut, on en parlera », à la maison, en fait. Et donc, l'enfant apprend qu'il y a des choses qui ne se disent pas dans cet espace-là, qui est l'espace public, mais que ça peut se dire dans le cadre qui va être le cadre privé. Du coup, grâce à la maison, je vais apprendre mon rapport aux autres et mon rapport au monde. En fait, ça va m'aider à me structurer psychiquement et à apprendre qu'il y a plusieurs domaines de rapport au monde. Et donc, selon comment ça s'est passé dans mon chez-moi, il y a aussi des choses que j'aurais apprises et d'autres pas, en fait. Dans le travail social, moi j'interviens beaucoup dans le travail social, un des éléments d'alerte, évidemment, dans les foyers, quand les travailleurs sociaux vont faire des visites, c'est y a-t-il des portes ? Question simple qui peut paraître évidente, mais pas toujours. Et y a-t-il une possibilité de fermer sa porte, par exemple, pour l'adolescent ? Enfin, y a-t-il une possibilité d'intime, en fait, de quant à soi dans la maison. Du coup, c'est une question qui se pose dans vos structures. Y a-t-il une porte? Alors, généralement, il y en a quand même une aux chambres, mais comment cette porte est-elle utilisée? Qui l'ouvre? Parce qu'en fait, qui a le droit de l'ouvrir? Mais normalement, un chez-soi, par exemple, c'est moi qui vais ouvrir la porte aux gens que j'accueille. C'est comme ça que je les accueille, en fait. Et est-ce que dans ma structure, j'ai encore la possibilité d'aller ouvrir la porte pour accueillir les gens que j'invite ou qui s'invitent, ça dépend chez moi, en fait. Vous voyez, ce rapport à la porte, en fait. Donc, il y a une dimension très relationnelle. Et puis, dans la maison, quand on y réfléchit, il y a des pièces et chacune va avoir une morale ou une éthique particulière qui va m'apprendre à cohabiter avec les autres. Première étape, la porte, je l'ai dit, donc
ouh là là, déjà... La première étape, donc la porte et le seuil avec l'extérieur. Donc je rencontre l'étranger et l'inconnu et je le laisse ou pas rentrer dans la maison en fait. Et donc la porte, c'est ce qui va me permettre d'accueillir ou pas l'extérieur. Et j'accueille généralement dans mon salon, par exemple, hein, qui va être une pièce qui me permet d'accueillir du collectif et qui est le lieu du privé. Généralement, le salon, alors aujourd'hui, vous savez, c'est ouvert hein, parce qu'avec la libération de la femme, on a ouvert les cuisines, quand même, on peut la regarder cuisiner. Donc ça, c'est un progrès quand même dans la structuration des sociétés. Donc on a des cuisines ouvertes et généralement, dans le salon, c'est un espace de négociation. C'est là où la famille négocie le vivre ensemble. Oui, tu peux amener tes jouets, mais pas la totalité. Donc si tu veux en amener un de plus, tu ramènes celui-là dans ta chambre. On négocie ensemble comment on va faire le vivre ensemble, en fait. Et puis après, il y a des pièces qui vont fonctionner différemment. La chambre, par exemple, alors là, pareil, je ne juge personne, mais globalement, généralement, on reçoit moins de gens quand même dans la chambre que dans le salon. Et donc, il y a des règles aussi, mais qui ne se font pas avec les mêmes gens, évidemment. Et le temps de la chambre, c'est aussi, vous savez, le temps de l'intime. Quand l'enfant ferme la porte de la chambre, c'est le moment où il rentre dans l'adolescence et dans le sentiment d'intimité. Avant, la porte était ouverte. Ou alors, il fait une connerie. Si vous avez un enfant en bas âge qui a fermé la porte de sa chambre, c'est très mauvais signe parce que ça veut dire qu'il est dans le quant à soi et qu'il ne veut pas le regard de l'autre et qu'il est en train de faire une bêtise, en fait. La fermeture de la porte de chambre, c'est le quant à soi. Puis après, il y a la salle de bain. La salle de bain, c'est le rapport à la nudité. Et donc, c'est le rapport aussi au corps, la découverte du corps, etc. Comment est-ce qu'on fait dans les structures pour ouvrir l'ensemble de ces possibilités-là aux gens? C'est-à-dire pour que la chambre puisse avoir suffisamment d'espace pour faire des différences, voilà, avec la salle de bain, avec accueillir les gens, mais je ne veux pas forcément les accueillir dans ma chambre, parce qu'en fait, ça peut amener à des malentendus aussi, à des incompréhensions. Donc, quels sont les espaces où je peux rencontrer l'autre sans être forcément dans l'intime. Donc, si je veux faire du domiciliaire à toute échelle, en fait, que ce soit au domicile ou que ce soit évidemment dans les structures, il faut que je réfléchisse à ça. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des endroits différents avec des fonctions différentes? Et puis enfin, le dernier point, la dimension sensorielle. Cette différence de fonction, elle se manifeste par la sensation. C'est-à-dire que généralement, il n'y a pas le même éclairage dans la chambre qu'il y a dans le salon, par exemple, pas le même éclairage dans le réfectoire qu'il y a dans mon salon et dans ma cuisine. Et donc, en fait, je vais aussi habiter la maison par les sens. Il y a des seuils, vous voyez, quand on passe en fait la porte, qui fait que je vais passer d'un parquet à une moquette, par exemple, que je vais passer d'un carrelage à un parquet, à un lino, et que sensoriellement, j'ai vu le passage entre le lieu du collectif et le lieu de l'intime. Les plafonds vont être des fois plus bas, voilà, la décoration ne va pas être tout à fait la même, et donc il y a cette dimension sensorielle. Et c'est vrai que des fois dans les structures, pas toutes, Jean-Pierre l'a dit, vous témoignez aussi de beaucoup d'efforts dans ce domaine-là, mais quand je vais rentrer dans une pièce, elles sont un peu toutes faites pareil, il n'y a pas forcément de seuil, et pas forcément de différence à part l'ameublement entre un lieu qui est réservé aux professionnels et un lieu qui est réservé à l'intime et au personnel. Du coup, si j'ai déjà des troubles d'orientation, comment je me repère dans ces espaces qui sont finalement un peu indistincts? Si je veux faire du domicile et de façon générale, il faut que je réfléchisse à ça. Et là, on a déjà explosé évidemment le compteur en termes de temporalité, puisqu'on a fait la moitié et qu'on a fait un tiers, même pas du propos. Le problème, c'est que parfois, ma maison ne me permet à moi-même plus ça, en fait, et que je ne peux pas rester chez moi. Je suis bien obligée de me tourner vers une autre réponse parce que le sensoriel, le situationnel et le relationnel est mis en question. Situationnel, dans le maintien, il y a l'idée de tenir avec la main. Il y a des gens pour qui le maintien à domicile, malheureusement, devient quelque chose du tenir prisonnier presque de son logement. À un moment donné, ça ne me permet plus de faire ce que m'offrait le logement parce que j'ai des incapacités physiques, parce que j'ai des troubles cognitifs, etc. Et donc, je ne peux plus aller au marché. Moi, je pense tout le temps à ma grand-mère qui a 93 ans, qui vit encore toute seule, mais il y a une énorme côte, son plaisir, elle vit au bord de la mer, hein, son plaisir, c'est d'aller à la plage tous les jours, mais il y a une grande côte pour remonter, et deux problèmes se posent à elle. Premièrement, c'est que ça fait une espèce de petite marche quand on rentre dans
sur l'eau. Nous, on ne se rend pas compte, mais en fait, du coup, elle est de plus en plus déstabilisée, elle a de plus en plus peur de ne pas y arriver. Et deuxième difficulté, une fois qu'elle a nagé et qu'elle doit remonter cette grande côte pour rentrer chez elle, elle est épuisée et de plus en plus, ça lui porte peine. Le jour où elle ne pourra plus aller à la plage, ce ne sera plus la maison telle qu'elle l'a pensée jusque-là, en fait. Et peut-être qu'elle sera prisonnière de son chez elle. Et une dimension tragique parce qu'à la fois, ça lui renvoie quelque chose qu'elle connaît bien et en même temps avec une dimension très prisonnière, en fait. Deuxième possibilité, d'être soumis à la noria, c'est-à-dire au fait qu'il y ait plein de gens qui rentrent et qui sortent de votre domicile. C'est quand, à un moment donné, pour être maintenu, je dois avoir 15 personnes qui viennent par jour. Est-ce toujours un domicile ou bien est-ce un hall de gare, en fait? Qu'est-ce qui reste du domicile quand il y a autant de gens qui rentrent et qui sortent? Et qu'est-ce que ça implique pour le conjoint quand c'est un couple et que le conjoint n'est pas malade, que le conjoint, lui, va bien? Est-ce qu'il tolère cet ensemble de dispositifs qui sont mis en place, en fait? Donc, des fois, le domicile est remis en question, pas forcément par les interventions, mais par l'évolution de la maladie. Et puis enfin, déménager, moi j'ai découvert ça dans le dictionnaire, parce que je le dis pas, moi, mais il paraît que déménager, c'est tourner pas trop rond, hein, en termes familiers, pardon. Dans le dictionnaire, ils disent ça. Quelqu'un qui déménage, c'est quelqu'un qui radote, quoi. Donc ça montre bien quelque chose, c'est qu'il y a des gens qui désinvestissent leur demeure intellectuelle, mais qui désinvestissent aussi leur demeure, et qui ne se reconnaissent plus chez eux. Mon grand-père, quand il avait Alzheimer, la caractéristique, c'est qu'il fallait le surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'il avait un petit baluchon formé en couverture sous le canapé, et dès qu'on tournait la tête, il avait pris ses jambes à son cou et il partait, en fait, parce qu'il ne se reconnaissait plus, alors qu'il était chez lui, en fait. Donc se pose la question de, il faut déménager, quoi. Mais déménager, c'est quoi? C'est déménager, c'est privatif. À un moment donné, dans le déménagement, il y a quelque chose qui va être extrêmement compliqué pour les gens, parce que c'est à la fois, effectivement, prendre les meubles. Si je prends le dictionnaire, déménager, c'est je prends les meubles d'un endroit et je les emmène à un autre. Si vous avez déjà déménagé, c'est pas si simple que ça. Si vous avez déjà déménagé de façon non choisie, je pense à des situations de divorce, de séparation par exemple, déménager, c'est pas simple en fait, parce que ça veut dire mettre dans un carton l'ensemble évidemment des objets qu'on avait, mais il y a des choses qu'on n'emporte pas en fait dans le déménagement. Il y a des choses qui vont rester dans la demeure et qu'on ne pourra pas emmener. Donc des choses dont on doit faire le deuil. Pour des raisons je dois aller plus vite, je ne vais pas passer sur ma petite vignette, mais je vais aller dans le détail. La question qui se pose dans le déménagement, c'est qu'est-ce que je laisse ? Et qu'est-ce que je garde, en fait? Quels sont les éléments que je vais laisser ici et quels sont ceux que je vais emporter? Et le problème du déménagement, vous voyez, c'est en bas, c'est l'espèce de frise, c'est que je mets tout dans un carton, avec l'idée d'un ailleurs quand même, parce que quand on déménage, souvent on se projette ailleurs, mais avec toujours un risque. En déménageant, j'ai toujours le risque de ne plus retrouver de sentiment de chez soi nulle part, en fait. Et donc, le risque de devenir un étranger partout. Du coup, quand je déménage, il y a forcément à un moment donné ce petit péril, quoi. Est-ce que je vais me plaire là où je vais aller? Parce que j'ai projeté plein de choses, mais ça se trouve, ça ne va pas se réaliser comme tel. Peut-être c'est le drame des ados qui ont des racines, quoi. Oui, mais je vais avoir une nouvelle école, je vais avoir des nouveaux copains. Est-ce que ce sera des copains, d'ailleurs? Est-ce que je vais pouvoir me faire une place dans la nouvelle école, etc. Est-ce que je vais créer du lien? Et donc, il y a toujours le risque que ça se passe mal. Alors, la vignette du milieu dans le déménagement, c'est un peu le moins pire des situations, c'est que les gens chez vous, par exemple, se sentent en voyage tout le temps. Un petit peu, ils sont là, mais peut-être ils rentreront chez eux. Mais dans le voyage, il y a un côté sympathique. On n'est pas pressé de rentrer, on se dépayse. Donc un peu l'idée de « j'ai pas vraiment fait le deuil du domicile, j'y retournerai ». Certains de vos résidents sont comme ça. Ils font comme s'ils allaient retourner, ils sont là un petit peu en répit, un petit peu. Mais ça, c'est pas ceux qui sont les pires. Le plus difficile, c'est les exilés et encore plus les errants. Vous avez deux catégories qu'on peut rencontrer dans les structures. L'exilé, c'est celui qu'on a poussé hors de chez lui, et notamment si le conjoint est toujours à la maison. Il a été exilé, c'est-à-dire qu'il aimerait retourner chez lui, mais en même temps, le chez-soi est perdu. Donc, quelque part, il le sait, mais il a toujours un chez lui dont il va garder la nostalgie et qui fait qu'il ne s'ancrera pas chez vous parce qu'il a toujours la nostalgie de l'endroit d'où il a été exilé. Deuxième possibilité, et la pire, l'errance. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont fait le deuil du chez eux
Ils savent qu'ils n'y retourneront plus et que ce chez eux n'existe plus, qu'il a été vendu, qu'il a été reloué, qu'il a été... Mais en même temps, ils ne sont pas chez eux dans la structure et donc ils sont errants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de chez eux. Et du coup, c'est les situations les pires parce que dans l'errance, je perds ma place dans le monde et je perds les différentes dimensions. On a dit situationnel, relationnel, et donc j'ai plus de repères. Et c'est compliqué de faire des projets avec des gens qui sont des errants parce qu'ils ne veulent pas forcément s'inscrire dans le projet et dans la pensée de la structure, quoi. Pour éviter cette question de l'errance, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on met dans le carton. Mais pour ça, il faut se dire, est-ce que les gens ont été associés au fait de faire les cartons quand même? C'est-à-dire que la plupart des gens que vous accueillez, ils n'ont pas fait les cartons. Ils sont allés à l'hôpital, puis à l'hôpital, on a dit « Ah, vous ne pouvez plus rentrer chez vous ». Et donc, ils sont allés ailleurs. Et petit à petit, on a amené des éléments de leur chez eux pour essayer de meubler un peu la pièce qui est la chambre de la structure. Or ça ne marche pas parce que peut-être que quand moi je choisis pour ma grand-mère, j'amène des trucs qui sont complètement inutiles et dont elle se fiche complètement, alors qu'il y a des choses que moi je trouve ridicules et qu'elle emmènerait partout en fait, des petits bibelots, des petites choses en fait. C'est que la maison, c'est une extériorisation de soi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, en fait, dont j'ai besoin pour me souvenir. Ma grand-mère, elle fait ça, les après-midi, elle s'assoit dans un fauteuil et elle fait le tour de ses bibelots. Et elle réfléchit à qui lui les a offerts et au lien qu'elle entretient avec les gens qui lui ont offert, en fait. Ce qui maintient sa mémoire et ce qui maintient vivant aussi les gens qui ne sont plus là, en fait. Donc, elle travaille ça. Mais quels sont les bibelots qu'elle va emmener et quels sont les bibelots qu'elle n'emmènera pas? Comment choisir? Deuxième point, où là je vais mettre un peu les pieds dans le plat, parce que je sais que c'est problématique pour vous, parce que c'est une des mesures complètement, vous trouvez souvent anecdotique, mais c'est la question de l'animal de compagnie en fait. Est-ce que je l'emmène? Est-ce que je l'emmène pas? Et comment c'est compliqué de faire cohabiter l'ensemble des animaux de compagnie. Oui, mais quand on y réfléchit, les gens qui ne vont pas en EHPAD, il y en a qui choisissent leur logement en fonction de leur animal de compagnie. C'est-à-dire que j'ai un chien, je ne prendrai pas un appartement. Moi, je veux un endroit avec un jardin. Et je suis prêt parfois, finalement, à renoncer à un logement plus pratique pour le bien-être de mon animal. Et du coup, dans la question de la personne âgée, c'est la seule responsabilité parfois qui me reste, le seul lien. On s'est structuré ensemble, on a construit les deuils ensemble, et je dois l'abandonner un peu comme un meuble, alors que pour moi, c'est plus qu'un meuble, c'est une partie de moi, en fait, à laquelle je renonce. Voyez, c'est compliqué de savoir ça. C'est qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que j'emporte, et je ne peux pas choisir pour l'autre, sinon je perds le principe de la maison. Qu'est-ce que tu as besoin d'emmener pour te sentir chez toi, ailleurs, en fait. Il n'y a que la personne qui peut le décider, avec une notion de rituel. Le rituel, c'est quoi? C'est on doit le faire collectivement, un déménagement. Le déménagement, c'est là que vous voyez si vous avez des vrais copains ou pas. Moi, je suis philosophe, donc autant vous dire que les gens me déménagent une fois, mais il y a du livre quand même. C'est lourd, le livre, notamment parce que moi, j'ai eu la bonne idée d'installer ma bibliothèque au dernier étage d'une maison. Donc, les copains, ils ont dit, on t'a aménagé, mais tu trouveras d'autres gens pour repartir. C'est clair, parce que c'est un peu crevant. Quoi. Mais il y a une dimension rituelle. Et quand vous allez repartir, il y a aussi tous ceux à qui vous avez donné la clé qui doivent la rendre. Vous voyez, donc tous ceux aussi qui ont partagé des souvenirs avec vous dans cette maison, qui quelque part doivent faire un deuil. Et quand on déménage une maison sans l'hôte, il y a quelque chose de très intrusif aussi. Comment on va faire cet accompagnement-là? Et même si le rapport n'est pas si clair que ça, moi, ça m'a fait penser aussi à l'absence de rituel pour l'accompagnement vers la dernière demeure quand même. C'est-à-dire que quand la personne, on l'accueille là, quand elle décède, on a aussi cette perte de rituel qui est pourtant importante dans le rituel funéraire, qui consiste à conduire la personne de son domicile donc vers le nouveau domicile qui est le cimetière et que collectivement, on entérine cet accompagnement-là et cette idée-là. Du coup, c'est comment est-ce qu'on travaille cette idée que le déménagement doit se faire avec la personne qu'on déménage et que finalement c'est quelque chose de collectif. Parce que quand je déménage, je me pose aussi la question, est-ce que les copains suivront? Est-ce que le réseau social suivra dans le logement où je vais me retrouver en fait? Et donc si je ne travaille pas avec le réseau social, cette perte-là, elle est hyper violente, quoi. Du coup, ça amène à réfléchir et aussi à se dire qu'en structure, il faudra peut-être apprendre à vivre avec l'irréparé et avec l'irréparable. Oui, il y a des deuils et des deuils
dont les personnes ne se remettront jamais. Et je ne dois pas dire, mais remets-toi-en, maintenant ça fait 10 ans que tu es là. Enfin, bon, heureusement, non, mais je ne dois pas forcer l'autre à faire son deuil, en fait. Donc, je dois faire avec des gens qui sont dans des deuils irréparable et accepter cette dimension-là. Parce que des fois, on voudrait faire un truc trop, un peu bisounours, quoi. Vraiment, ah, c'est très chouette les structures dans lesquelles on est. C'est pas de votre faute. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, tout simplement, en fait, et avec lesquelles on doit faire. Pour accompagner ce déménagement-là, j'émets l'hypothèse, et en termes de politique, dans les 5 minutes qui me restent, que c'est important peut-être que ce soit qu'on fasse de l'accompagnement domiciliaire, donc au domicile ou dans les structures, de travailler avec la notion de voisinage, renouer avec la notion de voisinage. C'est quoi voisiner ? Une philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Joëlle Zask, hein, qui a fait un bouquin qui s'appelle Zoocity, où elle travaille sur comment voisiner avec l'animal sauvage. Parce qu'elle dit, avec les révolutions là, écologiques, aujourd'hui, on va être obligé de voisiner avec l'animal sauvage. On l'a vu, par exemple, avec les incendies là, aux États-Unis. Les bêtes sauvages, quand on a ravagé leur lieu d'habitat, elles viennent se servir directement dans les villes, quoi, hein. Nous, à Vichy, là, on vient d'accueillir notre premier castor. Bon, c'est pas facile, hein, parce qu'il mange tous les arbres autour, tout ça, mais comme c'est une espèce protégée, on ne peut pas le déplacer, il va falloir qu'on apprenne à cohabiter avec ce castor qui vient de faire son nid dans l'Allier, quoi. Les relations de voisinage nécessitent une logistique et des configurations spatiales bien précises. Il faut des lieux non pas publics mais communs, des lieux de rencontre, des lieux où se croiser sans buter les uns sur les autres, une liberté d'aller et venir à son rythme, éventuellement des endroits où s'installer momentanément. Le voisinage est fait de relations auxquelles il revient de s'inventer elle-même d'une manière libre et improvisée. Dans le voisinage, la relation ne veut pas de soi, elle requiert un ajustement. Le voisinage s'accomplit dans des lieux polyvalents. Les lieux spécialisés conditionnent des interactions elles-mêmes normées et prévisibles. Il faut donc en finir avec les interventions destinées à isoler, purifier, enfermer, mettre sous cloche, protéger. Que ce soit au domicile ou dans les structures, il y a une vraie réflexion à avoir sur comment ouvrir sur l'extérieur, hein. Jean-Pierre en a parlé tout à l'heure dans son discours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans vos structures autour de ça. Ce qui marche bien et les lieux dans lesquels les résidents nous disent être bien, c'est les lieux qui sont ouverts sur l'extérieur, où il se passe des choses qui ne sont pas des choses de cloisonnement, en fait. Et puisqu'on a dit le domicile, le risque, c'est ça, c'est qu'il devienne lui aussi cloisonné. Il faut réfléchir l'accompagnement pour que ce ne soit pas simplement je viens et je permets à la personne d'habiter seulement son chez-soi, mais je lui permets d'habiter un territoire avec l'ensemble de ce que le territoire offre en matière de droit commun. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de réfléchir à ce que les gens puissent continuer à accéder aux éléments de droit commun et pas simplement à des choses qui seraient réservées au public vulnérable, précaire, etc. Et donc c'est toute la logique de aujourd'hui, il faut hybrider, c'est-à-dire, donc l'hybridation, c'est Gabriel Alpern, qui est philosophe, qui travaille sur cette notion-là. Au lieu de penser en silo, je prends le médico-social et je prends des logiques de médico-social, je prends le social, je prends des logiques de social, je vais aller piquer des trucs à d'autres pour essayer d'habiter les lieux et les logements, notamment piquer des trucs à la culture, piquer des trucs, pourquoi pas, à l'industrie, enfin, un peu à droite, à gauche, pour permettre de faire se rencontrer les gens et que l'on puisse quelque part voisiner. C'est-à-dire que les gens puissent se rencontrer aussi sur des modalités où ils ont envie, quoi, hein, et donc qu'on travaille plutôt l'ambiance que travailler simplement l'utilisation et l'usage des lieux. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail non plus. Il me reste 1 minute 30 pour arriver à la conclusion, mais c'est essayer de réfléchir cette hybridation à l'ensemble de créativité dont on peut faire preuve et essayer de faire en sorte qu'il y ait une liberté dans la possibilité des gens de s'approprier les lieux. Quels sont les lieux dont on garde le plus grand souvenir ? C'est les lieux de l'enfance. Pourquoi ? Parce que les lieux de l'enfance, moi je pense tout le temps, vous savez, au livre de Marcel Pagnol, là, parce que ça renvoie beaucoup ça, c'est des lieux dans lesquels on joue et dans lesquels on a un rapport complètement libre à ces lieux. On va imaginer des choses et on va leur donner des fonctions qui n'étaient pas du tout celles pensées au départ. Et le problème aujourd'hui des structures notamment, c'est qu'elles sont tellement normées, ce que dit Joëlle Zask, qu'elles ne laissent pas cette possibilité à l'hybridation. Et donc la réflexion, elle est de se dire comment est-ce qu'on ouvre pour que les gens puissent se saisir et qu'ils fassent autre chose des lieux
que ce qu'on avait pensé pour eux. Comment est-ce qu'ils peuvent s'en saisir en imaginant et en créant? Et la même chose au domicile. J'ai perdu l'utilisation initiale du domicile. Je ne le retrouverai pas parce que j'ai des pertes physiques. Oui, mais comment je peux créer de nouveau un autre rapport au domicile? Moi, il y a un bouquin qui m'a beaucoup bouleversée, qui est La nuit des temps de Barjavel. Et La nuit des temps de Barjavel, il commence par ça. Donc, il rentre chez lui, il rentre dans sa chambre qu'il a tellement connue, et il ne la reconnaît plus parce que il l'a laissée elle là-bas en fait et que ça l'a bouleversé, et donc il n'arrive plus à se réapproprier ce lieu qu'il connaît, et il dit il va falloir que je réapprenne à le faire mien, cet endroit-là que je connaissais pourtant bien. Et donc dans le domicile, il y a cette logique-là. Comment on réapprend à faire sien un lieu qui ne nous parle plus. Et là, je termine là-dessus, juste sur une ouverture. En Vendée, j'avais fait cette présentation au colloque là, sur le management, et j'ai découvert que le management, ça a une étymologie qui vient aussi de ménager. Et donc je me dis que dans déménager, il y a un rôle à jouer pour le manager. C'est comment le manager, dans les équipes, il va aider à ce que l'on puisse ménager des espaces qui soient des espaces habitables par tous et pour tous, et que l'on ne soit pas simplement sur la confrontation entre un lieu de travail et un lieu de vie. Et donc juste pour la conclusion, construire un espace habité, c'est donner à chacun les moyens d'apporter les fils différents et de couleurs diverses parfois de sa propre histoire pour tisser avec d'autres une nouvelle histoire. Voilà ce qu'on pourrait imaginer, mais autant au domicile, parce que des fois on pense que comme la personne est restée au domicile, tout est fait. Alors que non, je peux avoir perdu cette appropriation du domicile. Comment je la retrouve? En nouant des fils avec l'autre, en renouant avec le voisinage. Et pour ça, il faut sortir de la pensée en silo. Je trouve que c'est très bien que l'autonomie prenne à la fois vieillissement et handicap, mais sortir de la pensée en silo, c'est aussi hybrider à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut que les politiques de la ville s'investissent aussi dans la réflexion qui est celle de l'EHPAD et celle du domiciliaire, que les politiques culturelles, et qu'on sorte de simplement chacun son précaré et chacun sa pensée, parce que habiter, c'est vraiment une question sociétale et citoyenne, et donc qui concerne tout le monde. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, Julie. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant de faire la pause. Est-ce qu'il y a des questions, des interrogations par rapport à cette brillante intervention? Ça commence. C'est parti. Est-ce que vous pouvez simplement, quand vous prenez la parole, peut-être vous présenter? Comme ça, on sait d'où vient la question. Merci. Il faut appuyer sur le bouton. Normalement, ça marche. Vous m'entendez? Oui. Bonjour, Caroline Brochère. Je suis directrice d'un EHPAD dans les Côtes-d'Armor. Merci pour votre propos, clair et puis fluide. Cependant, moi, j'aurais bien aimé avoir votre point de vue, parce que quand vous avez évoqué l'errance, ça m'a fait écho à l'errance institutionnelle qu'on rencontre parfois dans nos établissements, avec des personnes qui sont dans des attentes de place en structure et qui errent dans nos institutions d'hébergement temporaire en hébergement temporaire, etc. Je voulais avoir un petit peu votre point de vue par rapport à l'errance institutionnelle quand elle dure, où on ne peut pas s'approprier du tout un lieu de vie, un chez-soi, un habitat. Et autre chose, par rapport à l'habitat collectif, au collectif du chez-soi dans un chez-nous, sur nos parties collectives de nos établissements, quelle approche on pourrait avoir d'un point de vue philosophique de ce collectif qui doit être normalement aussi partie du lieu de vie de la personne, quoi. Oui. Le chez-soi dans le chez-nous. Oui, alors sur la question de l'errance institutionnelle, c'est compliqué. Moi, je pense que ça rejoint parfois la question de l'irréparé et de l'irréparable. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui on aimerait qu'ils s'inscrivent, ou on aimerait qu'il n'y ait pas de tragédie finalement dans leur parcours, et on doit faire avec. Le problème de l'errance, c'est ça, c'est est-ce qu'il y a un chez-soi possible en fait? S'il y a un chez-soi possible, la marge de manœuvre, elle est là. C'est-à-dire que je peux tout à fait, dans le travail social, on le fait, hein, les
les temps d'attente avant que le séjour soit validé, donc on va travailler sur des projets, et donc le projet il va tourner autour de ça, autour du chez soi à venir, de la projection, comment est-ce qu'on va l'aménager chez soi. Après, quand il n'y a pas de chez soi à venir, on est obligé de soutenir l'errance dans ce qu'elle est. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a des gens que vous accueillez qui ont fait toute leur vie dans l'errance. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ne s'inscriront pas chez vous, c'est terrible, mais qui ne pourront s'inscrire nulle part. Et c'est là-dessus que je vous dis que l'hybridation, moi, je la trouve importante, parce que face à ce public-là, il faut aller puiser dans le travail social comment on accompagne l'errance dans le travail social. Parce qu'en fait, je vous rappelle, le terme, c'est hébergement. Donc le H, l'hébergement, c'est ce qu'on retrouve dans les foyers d'hébergement pour les personnes sans abri. C'est ce qu'on retrouve. Donc le travail social fait ça depuis très longtemps. Accepter de soutenir les personnes qui sont en errance, mais en acceptant qu'il n'y a pas d'ailleurs à espérer. Et du coup, c'est comment faire dans le hic et nunc, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la maison, elle structure le rapport au temps aussi, en fait. Et donc, souvent, la maison, il y a le passé et l'avenir. Et les gens qui sont dans l'errance, il n'y a que le présent. Et comment on fait pour que le présent compte et soit riche ? Et finalement, j'ai envie de vous dire, c'est la problématique que vous rencontrez aussi avec les gens qui ont des troubles de l'orientation et qui n'auront pas de chez eux immédiat, qui sont dans l'errance permanente, quoi. Donc, comment on apprend à faire avec le pur présent, et il n'y aura pas toute cette inscription-là, mais le sensoriel, par exemple, rien que le fait de se sentir dans un lieu agréable, quand bien même c'est pas chez moi, c'est quand même toujours sympathique. Et après, la deuxième question, si j'ai bien compris, c'est comment on fait une place avec le collectif dans le chez-soi collectif, quoi. Chez nous, il y a du collectif, on le négocie, en fait. Mais pour le négocier, ça veut dire qu'il faut accepter que chacun ait voix au chapitre dans les règles collectives. S'il y a un règlement intérieur, on n'est pas dans du chez-soi. Vous voyez, c'est le problème, c'est que le règlement intérieur, c'est du professionnel, c'est un truc extérieur normé qui s'applique à tous de la même façon et qui n'a pas été négocié. Les règles d'un chez-soi, elles sont informelles. On discute, voilà, est-ce que tu peux pas ramasser tes affaires ? Ça fait quand même 12 fois que je te le dis. Et des fois, on est obligé de répéter. Et le conflit fait partie du chez-soi, quoi. Après, là aussi, j'ai fait la tournée de FNADEPA à l'automne. C'était au moment sur la question de l'alimentation. Moi, je disais, il y a aussi la question, il y a des EHPAD dans lesquels on ouvre une possibilité de cuisine dans laquelle recevoir ses proches. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est très important de recevoir, et donc de recevoir pas dans le réfectoire général, ou d'avoir participé à la cuisine, d'avoir cuisiné ensemble. Mais ça veut dire qu'il faut repenser les lieux très différemment, en n'ayant pas soit de l'intime, soit du public, parce que c'est un peu ça aujourd'hui, en fait, c'est soit de l'intime, soit du public. Il faut qu'il y ait plein de phases, de l'intime, du privé, du public aussi, où je puisse aller, la place publique, le troquet du coin, mais que j'ai aussi des lieux où je puisse recevoir que ceux que j'ai envie de recevoir, les copains de l'EHPAD, les copains de l'extérieur, etc., quoi. Je ne sais pas si ça répond, mais c'est vraiment, voilà, faut penser beaucoup plus de couches que l'on en fait, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, pas d'autres remarques. Il nous reste 1 minute. Est-ce que Julie, vous souhaitiez ajouter juste un petit quelque chose ? Parce que sinon, la pause est à 10h30, donc on peut directement passer à la pause. Juste peut-être, du coup, pour rebondir encore sur la question qui a été posée, je pense qu'il y a une vraie dimension éducative aujourd'hui, et un vrai truc. Il y a un bouquin là qui est sorti il n'y a pas longtemps d'un psychologue américain justement sur ça. Il dit, en fait, le drame de la société aujourd'hui, c'est autour de la peur, hein, toujours la question de la peur. Julia de Funès a beaucoup travaillé sur cet affect qui est la peur, et qui a un affect qu'elle juge très infantile, et qui fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, pour des
raisons d'insécurité, en fait. On se sent de plus en plus sécurisé en laissant les enfants à la maison avec des réseaux sociaux qui ouvrent en fait sur l'extérieur, et on n'investit plus l'extérieur. Or, voisiner, c'est réinvestir le commun, quoi. Et donc, c'est réapprendre à faire avec l'extérieur. Et je pense qu'il y avait une vraie dimension éducative. Moi, j'ai changé de voisin, par exemple, de voisinage. J'avais un voisin qui avait 92 ans, et il animait le territoire, mais un truc impressionnant. Dans leur immeuble, eux, ils vivaient au rez-de-chaussée. Au premier, il y avait un jeune qui avait 20 ans, et au dernier étage, un monsieur de 74 ans et une jeune femme donc, qui avait 18 ans. Et au moment du Covid, eux, ils étaient tout seuls. Et vraiment, ils se sont dit, on va animer ça, quoi. Et donc, dans la cour de leur immeuble, ils faisaient l'apéro, ils faisaient, enfin, sortie de Covid, quoi. Ils allaient acheter une tarte et ils nous invitaient. Il avait fait un système de poulies entre chez nous et chez lui pour nous livrer des trucs de temps en temps. Enfin, vraiment, il y avait une envie d'animer, quoi, le voisinage. Et puis, malheureusement, ils sont décédés. Et depuis, c'est des jeunes qui ont repris l'appartement, et on voit bien que la façon d'habiter est complètement différente. C'est-à-dire qu'ils n'investissent leur logement qu'à partir du moment où ils ont passé la porte. Tout ce qui est la cour commune, par exemple, c'est pas nettoyé, c'est pas entretenu, et donc le voisinage, n'en parlons pas, parce que le commun n'est à personne, et donc n'est la responsabilité de personne. Et donc, vraiment, il y a un vrai travail à faire sur les communs en général, quoi. C'est quoi le commun, et comment on investit le commun pour pouvoir habiter correctement, quoi. Et donc ça ne concerne pas que le silo du vieillissement, c'est vraiment une question sociétale très importante, quoi. Et ça fait référence aussi à l'intergénérationnel et à toutes